Interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Christophe Miqueux, auteur, enseignant, chercheur en philosophie politique. Christophe, bonjour. Bonjour Mathieu. Je suis content aujourd'hui, je reçois donc l'auteur. Voilà, puisque depuis début septembre, 12 septembre, je dis peut-être une bêtise. Courant septembre. Courant septembre. Tu as publié un nouvel ouvrage autour... ça y est, j'ai plus mes notes. Autour de la République laïque. Voilà, c'est ça. Qui s'appelle Aux sources de la République laïque, aux éditions Le Bord de l'eau. Et alors, cet ouvrage, moi, ça m'a permis de découvrir, donc je te connais en tant que maire de Sauveterre de Guyenne, depuis un mandat, donc, et je ne connaissais pas, on peut dire le philosophe alors, en fait. Alors, on peut le dire, après, je suis surtout enseignant-chercheur dans cette discipline, spécialisé surtout en philosophie politique et en philosophie de l'éducation. Et dans mon enseignement, je forme surtout des enseignants, justement des futurs enseignants, des futurs CPE, enseignants du premier ou second degré ou CPE, avant qu'ils commencent leur métier, quand ils sont en formation initiale, qu'ils viennent d'avoir le concours souvent, ou qu'ils vont le passer, sur ces enjeux-là, la question de la République, de la laïcité, de l'école républicaine comme lieu de formation du citoyen, des sujets extrêmement importants pour le service public de l'éducation en France. Alors, là je vois toute une arborescence de questions à poser. Je vais essayer de rester déjà une question simple. La laïcité, tout le monde a son avis dessus. Comment est-ce que c'est ton sujet de recherche, comment est-ce que toi tu définis, comment est-ce qu'on peut définir la laïcité? C'est quoi la laïcité? Alors, c'est compliqué comme question et de commencer comme ça. Tu sais que en philosophie, on pose des questions pour répondre à on peut poser des questions. Quelles questions on pourrait poser sur Non, là, pour te répondre quand même, la laïcité, moi je la définis d'abord comme un principe d'organisation de la vie commune qui, au niveau de l'école, se traduit par une séparation entre l'école publique et l'Église, qui se traduit surtout par une égalité d'accès à l'éducation favorisée par ce dispositif qu'est le principe politique et juridique de laïcité, et qui se traduit au niveau de la République dans son ensemble par une séparation de l'Église et de l'État. Donc, il y a plein de manières de préciser ce dont on parle quand on parle d'un principe d'organisation de la vie commune. Mais ce qui est très important dans ce que j'essaie d'expliquer, c'est l'importance du lien entre laïcité et égalité. Et donc, c'est sur ça que je travaille beaucoup, mais ça nous engagerait dans de très longues discussions. Et c'est toujours très difficile et on n'aime pas trop ça en philosophie, d'aller très vite dans quelque chose qui est très long à expliquer. Donc, on part toujours d'une première définition et puis au fur et à mesure, il y a des choses qui s'enchaînent et qui s'articulent. Voilà. Donc, dans ce livre, je parle bien sûr de laïcité, du lien entre laïcité, république, citoyenneté et émancipation, du rôle de l'école dans tout ça. Et j'essaie de montrer justement que à l'époque où tout ça s'est construit, parce que la laïcité, c'est d'abord un mot qui est pas si ancien que ça, on appelle ça un néologisme, un mot inventé au 19e siècle. C'est même pas un mot qui existe pour de vrai, alors. Si, il existe, justement. Il existe depuis les années 1870 à peu près, à l'époque, justement, où il s'agissait de réfléchir à une éducation pour tous, à ce que pourrait être la République qui se démocratisait comme concept à l'époque et comme réalité pratique au fur et à mesure. Voilà, donc je vais pas aller plus loin parce qu'on rentre de suite dans des éléments qui sont très complexes, mais tout ça pour te dire que on est dans une époque où il y a peut-être plusieurs conceptions de la laïcité, j'en montre quelques-unes dans le livre, plusieurs conceptions de la République aussi. On n'est pas face à des termes totalement figés, on est face à des termes qui sont eux-mêmes objets de définition, de redéfinition, de conception peut-être plus réelle, dès leur naissance. Ok, pardon. Et, j'entendais un astrophysicien qui parlait un jour qui disait on voit dans l'univers ce qu'on a besoin de voir autour de nous.
l'univers est tellement vaste, tellement complexe que on va découvrir quelque chose qui parle de ce que notre société a besoin de travailler aujourd'hui. Il dit par exemple, c'est David Elbaz, il dit par exemple, on découvre actuellement que les galaxies, les étoiles, les systèmes en fait de matière sont interconnectés par des échanges de matière qu'on ne décelait pas jusqu'à maintenant et qui nous démontrent que plus on est en lien, plus un système croît et se développe et vivant. En fait, que c'est le lien qui crée le lien entre les systèmes, entre les personnes, qui crée de la vie. Ce livre qui sort aujourd'hui, ce livre qui sort aujourd'hui, j'ai envie de me dire, est-ce que il émerge rien n'émerge du néant, mais est-ce qu'il émerge justement de quelque chose que tu as besoin de voir aujourd'hui et d'appuyer aujourd'hui dans cette société qu'on habite? Alors, comme c'est juste, bah voilà, c'était là, je l'ai sorti. Non, c'est jamais, c'est jamais là, je l'ai sorti. Non, d'abord, c'est un sujet qui est lié à mes travaux de recherche, donc c'est un moment dans l'évolution de mes travaux de recherche où je fixe un certain nombre de choses dans le livre. Ça fait l'objet notamment des suites d'une habilitation à diriger les recherches que j'ai faites il y a quelques années et qui se traduit aujourd'hui par ce livre. Après, évidemment, tu disais tout à l'heure, la laïcité est objet, ou la République est objet de débats permanents, ou de chacun a son opinion. C'est ça, on met sur le mot ce qu'on a besoin d'y mettre, ou parfois autre chose que ce qu'il est lui-même. Justement, j'essaie de contribuer par ce travail de recherche à complexifier un peu les choses. C'est pas une réponse ordinaire peut-être que j'essaie de donner, mais une réponse un peu plus complexe qui s'appuie sur l'héritage historique de ce concept, et de la réalité historique qui l'entoure, les courants philosophiques aussi qui l'entourent. Montrer qu'on est dans des choses qui sont un peu plus complexes que ce qu'on peut en dire au quotidien dans des débats d'opinion qui souvent instrumentalisent en fait les choses plutôt que d'essayer de les comprendre vraiment. Voilà. Oui, parce que j'ai retenu le mot égalité. Tu associes laïcité à égalité. C'est pas quelque chose que j'entends forcément. C'est pas spontané. Évidemment, la laïcité est d'abord associée à un principe qui garantit la liberté de conscience. Et c'est le cas dans la loi de séparation des églises et de l'État, la loi de 1905, dont on fête les 120 ans cette année, loi extrêmement importante pour la République en France. Donc, dans d'autres livres et dans celui-là, j'ai essayé d'expliquer évidemment comment, certes, la laïcité s'associe immédiatement à la liberté, à la conception notamment de la liberté de conscience, mais qu'il faut aller plus loin. Elle s'articule aussi à une conception de l'égalité des citoyens, et une égalité politique et peut-être au-delà quand on réfléchit sur l'égalité. Et j'essaie aussi de montrer comment elle s'articule à la notion de fraternité. Donc tout le triptyque républicain déjà peut se retrouver dans ce qu'est la République laïque aujourd'hui. En tout cas, on retrouve le triptyque républicain quand on aborde la notion de laïcité, quand on essaie de comprendre ce qu'est la République laïque. Comment d'un simple mot, en fait, émerge toute une pensée complexe, justement. Exactement. Et on arrive à la fin de la première partie, mais j'aimerais juste qu'on parle quelques secondes sur cette idée. J'ai parfois la sensation qu'on confond complexité et compliqué, en fait, et que moi, je suis obsédé par le chrono, on va pas pouvoir en parler. On va se retrouver dans la deuxième partie. Je vais aller me prendre un café tout de suite. Et puis on va continuer à parler de ça. Et j'aimerais bien savoir aussi comment tu as rencontré la philosophie. Tiens, j'aimerais bien faire assez curieux. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Christophe Miqueux pour son ouvrage et aux sources de la République laïque, publié aux éditions Le Bord de l'eau, paru le 12 septembre, un ouvrage donc qui est une enquête approfondie sur la République laïque naissante, donc pas sur aujourd'hui, j'imagine, sur les fondations, l'émergence. C'est un travail sur les fondations. Alors, c'est sur un travail sur les fondations intellectuelles
plutôt de ce qu'est la République laïque, notamment à la fin du 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et en même temps, ça nous permet sans doute de comprendre, mais je laisse les lecteurs le découvrir, des choses sur aujourd'hui. Alors, je le disais à la fin de la première partie, j'ai cette question. Est-ce que tu te souviens, comment tu as rencontré la philosophie? Est-ce que tu étais dans un bar et elle est arrivée, séduisante? Non, on ne rencontre pas la philosophie comme ça. Tu sais que dans l'éducation nationale en France, pour ceux qui ont un parcours en terminale générale ou technologique, on rencontre la philosophie en terminale pour le baccalauréat. Donc, comme beaucoup de bacheliers quand j'étais jeune, j'ai rencontré la philosophie comme ça, d'abord, avec un enseignant dont je me rappelle encore, qui s'appelait Monsieur Botta, assez extraordinaire enseignant. Et ensuite, C'était où ça? C'était quel... Ça, j'étais à Tarbes à l'époque, dans les Hautes-Pyrénées, en Bigorre. Donc, à cette époque-là, j'étais dans le lycée Marie Curie et le professeur de philosophie de ce lycée était assez extraordinaire et moi qui adorais déjà l'histoire et les matières un peu où on posait les choses, où on réfléchissait, où on prenait le temps, nous apportait des perspectives de pensée et de réflexion assez inédites. En tout cas, moi je le vivais comme ça, peut-être pas tous mes camarades, mais un certain nombre quand même peut-être aussi. Mais voilà, c'était un prof assez extraordinaire. Et après, quand j'ai été en prépa, en Hippocagne et après en Cagne à Saint-Cerner à Toulouse, j'ai eu un autre prof, enfin plusieurs autres profs extraordinaires, dont un qui m'épatait, qui s'appelait Philippe Deluse, qui m'épatait parce qu'il faisait partie de ces profs qui avaient tout en tête, qui arrivaient... pas de PowerPoint. Pas de PowerPoint, pas de notes. Pas de notes. Et j'ai retenu ça un peu, moi, pour mon enseignement, avoir le moins de notes possible quand tu enseignes, quand tu fais ton cours. Quand j'étais prof de terminale et là, depuis des années à l'université, bien sûr que on travaille énormément et on a énormément de notes en amont, mais pour essayer de capter au mieux l'auditoire par rapport à une pensée qui est complexe, faire en sorte, chaque fois que c'est possible, évidemment c'est pas toujours possible, d'avoir le moins de notes possible. Ça veut pas dire que tu ne t'appuies pas sur tel ou tel élément quand tu fais ton cours, mais donner l'impression que ça vient tout. Et ce prof-là était extraordinaire sur les bancs de la fac. Comment en fait. Ça me fait penser à ce que, tu vois, c'est quelque chose qui paraît évident. Par exemple, quand on regarde les vulgarisateurs qui pullulent pour la bonne cause d'ailleurs sur YouTube pour certains, ils sont là face à nous, ils parlent. Ils nous racontent. Alors, on voit pas, ils ont un prompteur, etc. Mais on n'a pas l'impression que... Bien sûr. En tout cas, donner autant qu'on peut l'impression que c'est fluide et naturel. Bon, évidemment, personne n'imagine l'intensité et la longueur du travail qui est fait en amont pour qu'un cours soit le plus fluide possible. Mais bon, c'est un vrai plaisir quand on y arrive. C'est pas tout le temps, évidemment. Il y a plein de cours pour lesquels il faut un certain nombre de notes bien étayées pour pouvoir avancer. Mais voilà, c'est un plaisir. Et ce prof-là était extraordinaire pour ça. Il avait tous les auteurs dont il nous parlait absolument en tête. Il nous récitait presque. Et moi, j'étais bluffé quand je le regardais, quand je l'écoutais, quoi. En fait, je devrais peut-être reformuler la question. C'est pas que tu aies rencontré la philosophie, c'est que tu as rencontré un professeur, des professeurs qui t'ont qui m'ont amené vers cette discipline et après j'y suis rentré dedans, j'ai passé l'agrégation qui est dans cette discipline un peu le sésame ensuite pour pouvoir enseigner et puis pour rentrer plus tard à l'université, j'ai passé un doctorat, voilà, et puis j'ai continué tout le chemin assez classique, c'est un chemin très classique en France pour devenir prof d'université. L'enseignement, alors prof d'université, c'est à la fois de l'enseignement, mais c'est aussi de la recherche. Exactement, enseignement et recherche. Et c'est ça qui t'attirait aussi, c'est cette c'est la partie recherche. La partie recherche est extraordinaire parce que c'est un espace de liberté
très fort et très important en fait. D'ailleurs, moi souvent, quand on fait alors moi j'ai beaucoup d'étudiants en master depuis des années, et en master, on doit faire un mémoire de recherche. Le master est toujours adossé, l'ensemble des enseignements sont adossés à la recherche, mais en master, tu dois vraiment réaliser un mémoire. Et souvent, ce que je dis à mes étudiants, c'est de profiter de leur année de master avant d'aller ensuite dans le monde professionnel, parce que grâce à la recherche, ils vont toucher du doigt vraiment un espace de liberté qui a pas d'équivalent, je crois, vraiment dans ce qui t'est donné possible de voir, de faire, d'apprendre, de comprendre, et ensuite peut-être de restituer et de produire, en fait. La liberté, parce que justement, la recherche, on ne te demande pas de savoir, mais d'apprendre ou de chercher. Non, non, on te demande ni simplement de savoir, ni simplement d'apprendre, on te demande d'approfondir sur un questionnement extrêmement complexe que tu peux poser. Et alors, c'est vrai que dans les sciences humaines et sociales, moi je travaille dans ces dimensions-là, la philosophie s'inscrit dans ce grand genre-là. On perçoit moins ce que c'est que la complexité, alors que quand un chercheur en sciences mathématiques ou physique ou autre s'exprime, on voit le côté complexe là. Bon, mais il faut se dire que c'est à peu près la même chose. La science, de ce point de vue-là, est la même, en tout cas la même complexité s'imprime dans la science telle qu'elle existe. J'ai une image justement d'un enseignant en philosophie à la fac qui parlerait, ce serait comme des équations qui s'imbriquent, sauf que ce sont des modèles de pensée et qui s'enrichissent. T'as des modèles de pensée, voilà, qui s'enrichissent, qui s'approfondissent, qui se complexifient, et quand tu travailles sur les concepts au 21e siècle, tu as quand même derrière toi un certain nombre de siècles de pensée qui te précèdent. Donc voilà, les choses ont été pensées avant, les choses seront pensées après. Donc tu essaies de t'inscrire dans une complexité existante. Et voilà, et de ce point de vue-là, c'est un monde très libre, le monde de la recherche, même s'il y a évidemment beaucoup de contraintes académiques, beaucoup d'attendus, mais voilà, la production de la recherche est libre. Après, les conditions de la recherche sont pas toujours très libres, bien sûr, mais bon. Mais après, bon voilà, et justement, parce que dans la philosophie, on nous parle souvent, au lycée, on va nous parler beaucoup des Grecs. Ça date quand même, c'était il y a quelques milliers d'années. Sans eux, tu n'as même pas le concept de philosophie. Oui, mais justement, non, mais je ne dis pas, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire que évidemment la pensée, j'imagine, évolue, se complexifie. Bien sûr. Un penseur, parce que c'est peut-être dommage d'ailleurs, on n'a pas cette mise en avant de philosophes qui nous ferait dans la tête quand on les lit. Il y en a eu beaucoup quand même en France. Et toi, le dernier, par exemple, qui t'a fait, ça agrandit ta perception du monde, quoi, de quelque chose, de faire waouh. Un peu comme quand un astronome nous explique que. Quoi c'est. Quoi non, c'est pas simple comme question là. Et non, et il te reste 37 secondes. Non, alors, le dernier, waouh. Non, je le dirais pas comme ça, parce que justement. Pensée complexe. Non, c'est pas simplement ça. Dis-toi que il y a des chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur les philosophes antiques et qui arrivent sur cette base-là à produire des réflexions pour le monde contemporain. Donc c'est pas si simple que ça, effectivement. Tu peux, moi je connais plein de collègues qui, à partir de leur lecture d'Aristote, parce que voilà, j'étais il y a quelques mois dans un colloque autour d'Aristote par exemple, et qui vont arriver à produire des réflexions pour le monde contemporain assez extraordinaires. Donc c'est pas parce que c'est ancien que ce n'est pas contemporain et que ça peut pas s'inscrire dans la réflexion contemporaine. Pour autant, il y a énormément de penseurs contemporains géniaux, mais je veux pas en citer plus l'un que l'autre, parce que il y en a plein qui m'intéressent beaucoup et que je lis avec beaucoup d'attention. Après voilà, c'est mon côté un peu, je travaille dans les médias, il me faut des noms, mais c'est très prolifique le monde de la recherche. Parce que ce que je veux dire, c'est que la philosophie aujourd'hui, elle est pas tellement, elle est vite. Bon voilà, on a des figures de proue. Bien sûr, on va vite sur la philo comme on va vite. Alors je suis sûr qu'il y a des penseurs qui sont enthousiasmants et peut-être
Alors, je dis pas mais il y a ton livre. Je l'ai pas lu, je peux pas dire. Je suis honnête, mais rien que cet entretien est déjà très enthousiasmant. Je me dis voilà, donner quelques clés à ceux qui auraient envie de se nourrir l'esprit et de sortir de la facilité, de la rapidité, avec des auteurs qui sont enthousiasmants, qui quitte à même voilà faire. Alors, tu vois, par exemple, dans mon domaine de recherche, Ouais. je vais te citer 2 grands noms qui ont été, ou 3 qui ont été très enthousiasmants ces dernières décennies. Pour parler de gens qui sont déjà devenus des classiques et qui pourtant ne sont pas vraiment très connus du grand public, mais parmi les chercheurs encore enthousiasmants du domaine du républicanisme, t'en as un qui est un historien qui s'appelle Quentin Skinner, que tous ceux qui travaillent sur mon domaine connaissent par cœur et qui est extraordinaire, qui a été prof à Cambridge et qui est prof à Londres aujourd'hui et qui a contribué à révolutionner ce champ de recherche avec l'ancrage historique. Et t'en as un autre qui s'appelle Philippe Petit, qui est un prof à Princeton aux États-Unis et qui a contribué à révolutionner lui aussi totalement ce champ de recherche du républicanisme. Et on est beaucoup de Français à être articulés à ce que ces 2 chercheurs, historiens et philosophes, ont apporté, pour le dire très rapidement, sur le républicanisme, avec notamment en France aussi ce qu'a fait Jean-Fabien Spitz, qui s'est inscrit dans leur sillage au début. Et après, on est un certain nombre à avoir travaillé sur ça dans les 2 dernières décennies. Donc, moi, plutôt que des noms, là, je t'en cite quelques-uns parce que c'est des grandes stars. C'est même des concepts ou des idées de comment repenser le monde. Mais justement, ils ont retravaillé la notion de républicanisme, la notion de république, pour montrer qu'on était dans un concept très ancien, qui a voyagé dans le temps, dans l'espace, dans la théorie et dans les pratiques, parce qu'il y a eu beaucoup de pratiques républicaines bien avant la pratique et les pratiques en France, et que donc, c'est pour nous, Français, la République, on a souvent tendance à penser que c'est un concept français, mais non, c'est un concept qui vient de l'Antiquité, justement, et qui a beaucoup voyagé à travers le temps, qui s'est beaucoup remanié, qui a beaucoup été retravaillé. Et aujourd'hui, bien sûr, on travaille l'articulation entre la République et la démocratie, c'est un des enjeux majeurs. Et surtout, moi, ce que j'essaie de faire dans mes travaux, c'est de pas simplement faire une question politique de la République et de la démocratie, mais de toujours poser la question sociale. Parce que l'égalité politique est un enjeu majeur depuis la Révolution française. Dans la République, on y a beaucoup travaillé. C'est la conquête des droits et libertés fondamentales notamment. C'est la conquête du droit à l'éducation. Mais on oublie que tout ça s'est fait aussi avec une aspiration sociale forte et que la question sociale, celle de ce qu'attend le plus grand nombre, ce qui est l'aspiration du peuple dans sa majorité, c'est souvent l'élément moteur qui permet de faire avancer la République et les nouveaux droits qu'elle permet de conférer à ses citoyens. Merci beaucoup, Christophe. Et je rappelle d'ailleurs que pour ceux qui ont envie de rentrer dans ce monde-là, par exemple, il suffit d'aller à la Maison de la Presse à Sauveterre de Guyenne, puisque ton ouvrage est disponible et qui est une porte d'entrée vers cette pensée autour de la République laïque, en redémarrant à la source, aux sources de la République laïque, et de peut-être se poser cette question, pourquoi, alors que ça paraît si évident que l'égalité est un principe essentiel et auquel nous avons tous droit, on a tant de mal à l'accepter et à le faire vivre. C'est une question au cœur du livre. Merci Mathieu.